Hey, salut ma gang de petits hors-piste! Bienvenue au premier épisode du podcast Hors-piste, le podcast pour transmettre notre passion pour les sports d'action et inspirer la prochaine génération. On est en direct du studio chez Adrénaline Urbaine, notre présentateur officiel. Let's go, ça part! Défi hors-piste, défi hors-piste! Pour la première édition, le premier épisode du podcast Hors-piste, on a un invité très spécial, un bon ami à moi, un gars qui s'est démarqué autant localement qu'à l'international. Il y a plus de 20 ans de professionnalisme dans le chess. Au niveau du ski, déjà, je vous tease, ça vous donne une idée. Il y a une Bible juste pour lui, fait que je vais être sûr de rien manquer. Je vais la lire. Gagnant en 2018 et 2019 des X-Games Real Ski. C'est un emblème officiel dans le Hall of Fame du ski freestyle international. Et ça, signé par New Schooler. Exactement le genre de gars que tu veux dans ton équipe parce qu'il a tout fait les masterpieces films de ski urbain à travers le monde. Moi, c'est une inspiration personnelle et je fais de la planche à neige. Fait que jusqu'à quel point un skieur peut m'inspirer sur ses spatules et amener ça dans ma tête quand je fais du snow, il est capable de faire ça. C'est le roi du style en personne et j'ai nommé B-Dog! Phil Casabon! Il y a quelqu'un en charge de moi pour les jappements, je suis content. Merci FO, merci pour la présentation, c'est un honneur, puis aussi d'être ici avec toi aujourd'hui. Merci pour la plateforme. Je suis très heureux de te recevoir, Phil. C'est naturel, ce sera un podcast très naturel. On se connaît bien, des amis de longue date, tous deux Shawi dans le cœur. Absolument. Et la Mauricie. Je pense que c'est là que tu as commencé. Phil, si tu peux t'introduire pour ceux qui ne te connaissent pas derrière la caméra et derrière le micro, comment on parle de Phil Casabon? Comment on parle de moi, c'est difficile à savoir. Je pourrais pas te dire. Comment que moi, je me perçois, c'est quelqu'un qui suit sa créativité. Je suis quelqu'un qui est de nature créative, artistique. Donc, c'est ça qui est mon conducteur. J'essaie de faire quelque chose qui me remplit à l'intérieur. Puis, ce étant, le sport a été mon outil d'expression. Ça, c'est venu à moi assez naturellement. Je suis né à Vallée-du-Parc. Mon grand-père avait instauré la station avec ses deux frères. Mes parents s'y étaient établis. Donc, c'était comme sur ma voie, naturellement. Puis, le ski, c'était mon échappatoire. J'étais pas nécessairement calé à l'école. Il y avait rien qui m'attirait dans le milieu académique encore, mais être sur mes skis la fin de semaine avec mes amis, c'était là que j'arrivais à être moi-même, puis aussi oublier qu'est-ce qu'il en était, être pleinement présent grâce à un sport. Donc, ça a beaucoup grandi depuis, mais c'est toujours resté à l'essence de l'enfant. J'ai gardé mon cœur d'enfant. Parle-moi un peu de ça, là, ton enfance, comment tu as grandi. On a parlé souvent de toi, natif de Shawi, Vallée-du-Parc, c'est ta montagne locale. Comment ça a commencé le ski réellement dans ta vie? J'ai été mis sur des palettes à un très jeune âge par mes parents. À 2 ans, j'étais déjà sur des skis, fait que c'était comme une façon de me déplacer. Pour moi, je pense que j'aimais pas nécessairement ça au début, mais comme forcément beaucoup de gens qui sont mis sur quelque chose de difficile puis qui est pas naturel en premier lieu, c'est sûr que c'est pas nécessairement le fun, mais une fois que tu maîtrises quelque chose ou juste que tu commences à prendre habitude à le faire, ben là, ça devient naturel, puis ça devient nature seconde tôt ou tard. Donc, j'ai grandi à Vallée-du-Parc, comme je disais, dans un cadre de ski. Puis, c'était vraiment ça en premier plan. Là. Le ski prenait le dessus. Je faisais pas de hockey comme la plupart de mes amis. Mes amis étaient très calés hockey. Au Québec, c'est quelque chose qui est popularisé, mais moi, c'était vraiment le ski. Puis, ma famille était orientée ski, parents skieurs. Donc, j'ai eu l'opportunité de faire des voyages à Whistler. J'ai été une fois à Chamonix avant l'âge de 12 ans, fait que j'ai pu voir des stations monumentales dès un très jeune âge, puis ça m'a forgé un peu. J'ai vu même
avant de savoir qui était Candy Tovek. Je l'ai vu performer devant moi. Wow. Puis après, j'ai vu dans des films que, wow, j'ai vu cette personne-là faire un trick dans ma face. Puis là, il est dans le film. Genre, c'est inspirant, ça. vraiment, après, ça donne une capacité de se mettre en relation. Puis aussi, c'est accessible. Lui, il vient des Alpes, c'est un peu différent. Mais on n'est pas à court de talent au Québec. À ce point-là, le free ski a été quasiment, on pourrait dire, né au Québec avec les 3 fils, JP Auclair, JF Cusson, Philou Poirier, des OG. Autant en ski qu'en snow, on a un spectrum de talents puis de bons gens qui viennent de notre patrie à cause, entre autres, de la localisation d'où on est. Yep. On a un hiver qui est aride, froid, dur, mais on n'est pas gêné de sortir dehors, bien habillé, puis de s'y mettre à la pelle, puis ces palettes, là. Absolument. Absolument. Le Québec, je pense qu'il a fait sa place autant dans le snow que dans le ski. Tu as nommé des bonnes raisons. On a un dénivelé intéressant aussi, quand même, autant dans les montagnes qu'en dehors des montagnes. On va en parler un petit peu de ta carrière dans le street aussi, mais juste avant d'aller là, tu as fait de la compétition de 5 ans jusqu'à 12-13 ans dans du ski slalom, de course, de vitesse à Vallée-du-Parc. Peux-tu me dire comment un jeune athlète de 5 à 11 ans se démarque pour aller à l'international par la suite? C'est une bonne question, puis maintenant, c'est plus pertinent de la façon dont j'ai grandi parce que les réseaux sociaux, le médium a changé. Avant, tu te faisais voir aux compétitions directement, tu allais sur place, puis c'était facile, il n'y avait pas de saturation. Maintenant, il y a une grande saturation, il y a tellement de monde qui peuvent pratiquer, tout le monde a l'entremise de se filmer, donc c'est comment se démarquer. Moi, personnellement, de la façon que j'ai fait, c'est que j'ai eu des parents qui ont beaucoup cru en moi, puis moi, en tant que tel, je répétais. J'étais constant, j'étais là le plus souvent possible. Dès que j'avais un moment, je mettais mes skis dans mes pieds, je glissais, que ce soit en arrière de chez nous, sur une butte ou même en été, dans le gazon. Je mettais mes bottes de ski, je mettais mes skis, puis je flexais mes skis. J'essayais d'approfondir ma connaissance du truc. Fait que c'est simplement la constance qui m'a mené où je suis. C'est la répétition, il n'y a rien d'autre, puis la pratique. Parlons-en un peu, je trouve ça super intéressant. Constance, je l'ai entendu souvent dans ton vocabulaire. Je pense que c'est quelque chose qui fait partie de ta vie. Comment tu peux décrire la constance à quelqu'un qui a peur de ça? Ben, c'est des habitudes. On est des créatures d'habitude. Fait qu'il faut juste s'ancrer dans des habitudes qu'on considère saines pour soi, puis les répéter, même si souvent c'est désagréable. Puis même dans le cas où c'est désagréable, ça devrait être répété si c'est sain. Tu sais, je parle d'exposition au froid, de pousser le corps à des limites au-delà. Puis tu sais, je suis pas de Iceman, Wim Hof, je suis pas next level comme lui à monter l'Everest en bobette, là, mais j'essaie le plus possible de quand même pousser mon corps à un niveau que je suis inconfortable, mais qu'il n'y a pas de danger d'hyperthermie, d'hypothermie ou de déchirure. Mais j'ai eu, par cette entremise-là, aussi des blessures en essayant de trop en faire, mais le corps est fantastique. Absolument. Il arrive à, si on lui donne les bonnes choses, autant nutriments dans le cerveau que dans le corps, on arrive à se rétablir de façon saine, puis même améliorer sa condition physique. Moi, j'en suis la preuve. Je me sens mieux à 35 ans que je me suis toujours senti. Mais c'est sûr que aussi, il y a un aspect de peur qui vient avec tout ça. À un certain point, je pèse un peu plus les risques. Mm-hmm. Je suis moins cascadeur là, maintenant. Conscient, casse-cou. Ouais, plus conscient. La conscience vient. Effectivement, je pense que ça, l'analyse, ça vient avec une certaine maturité. Compréhension aussi, tu sais, de comprendre son environnement, comprendre les tricks qu'on fait, comprendre ses limites. Et ça, c'est quelque chose de fort, je crois, chez toi. Et je veux juste revenir à la constance. Tu as parlé d'aller quand même dans l'excès, si on veut. On est des gens excessifs, on aime l'adrénaline. Mais je pense que la constance, pour moi, si je prends exemple sur le mot fort que je travaille jour après jour, qui se rapproche de discipline, constance, discipline, c'est de faire les choses étape par étape,
pour se rendre peut-être au plus haut sommet. Si tu es d'accord avec moi sur ce point-là, je pense que tout ce travail, on peut atteindre nos objectifs, mais il faut le faire baby steps, t'sais. Un pas à la fois. Quand on essaie de tout faire en même temps, c'est souvent là qu'on crash. T'sais, c'est too much. Absolument, bien dit. Ouais, le mot discipline tient fort là-dedans. Puis c'est quelque chose qui fait peur à certaines personnes, la discipline, mais la discipline, ça donne juste une plus grande liberté ailleurs. Une fois que tu es discipliné, Yeah. puis tu peux aller encore plus fort dans toute autre entreprise une fois que tu as une discipline établie. C'est simplement pour créer une structure, puis après ça, pouvoir en sortir, puis avoir plus de range, mais au moins avoir quelque chose. Tu sais, moi, j'ai un dire, c'est essentiellement esprit sain dans un corps sain, mais c'est strong body in a sound mind. Puis ça vient d'une phrase en latin. Je la découperais en morceaux si j'essaierais de la dire, fait que je la dirais même pas. Mais tu sais, c'est comme, pour moi, c'est très important d'être en forme physiquement, au-delà de tout ce que ça peut être du côté performance, apparence, tout ça, c'est la sainteté. Absolument. C'est juste la répétition, l'entraînement, ça fait en sorte que l'oxygénation, le flot sanguin, tout en suit, on se sent mieux. Mhm. Puis j'essaie d'attaquer mes journées de façon à ce que je commence avec les choses difficiles. Donc après, s'il y a des choses difficiles, des problèmes Yeah, j'aime à ça. trouver, des solutions, ben c'est plus facile. J'ai déjà fait de quoi de vraiment tough. C'est une bonne technique, ça. Je reviens sur les mots que tu as utilisés, mais commencer avec la chose la plus difficile en partant, tout le reste devient plus facile. Tu sais, c'est une vraie technique de coaching. Salutations à un de mes mentors, Brian Smith, qui m'a toujours appris ça. Hard first. Tu sais, vas-y, les trucs les plus difficiles en premier. Comme ça, tu casses. Après ça, tu y vas all-in. Tu sais, tu t'amuses. On dirait qu'attaquer la chose qui tu veux presque le moins faire parce que tu penses qu'elle va être difficile, mais si tu commences par ça, c'est clair que ta journée après est plus intéressante, là. Bon, Carl, j'aime ça. Parle-moi de ça, un peu ta routine. Moi, ce que j'aime, c'est ton parcours. Là. On en a parlé un petit peu. Tu as commencé très jeune le ski. Je pense qu'au début, tu voyais ça comme peut-être un jeu. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours un jeu pour toi, le ski? Ouais, ça varie essentiellement parce que c'est sûr que les responsabilités viennent en compte. Puis aussi, le jeu a changé beaucoup. The game ain't the same quand j'habitais chez mes parents, puis je gagnais 5000$ au côté obscur, puis je revenais habiter chez mes parents qui m'avaient conduit à la compétition, puis que le 5000 il allait dans le compte, puis il chillait bien raide, là. Même mon père le mettait au travail parce que j'ai grandi avec un père et une mère qui sont courtiers en placement. Fait que les autres étaient dans la bourse. Fait que ça a été un grand plus à un succès financier, si je peux l'appeler. Là. Je suis pas multimillionnaire, mais je suis capable de bien vivre. Essentiellement, j'ai tout ce que ça me prend, puis je suis capable d'aller dans l'excès un peu. Mhm. Euh, C'est bon, ça. Fait que tu dirais-tu que c'est un peu justement le côté financier qui fait en sorte que des fois le jeu, pas qu'il prend le bord, mais qui devient plus stratégique. Tu sais, je sais que tu joues aux échecs beaucoup. Il y a une stratégie derrière ce jeu-là, certainement, pour rester là longtemps. Absolument. Des fois, il faut jouer. C'est sûr qu'à un certain point, pour être artiste puis créatif, il faut briser des règles. Mais en premier lieu aussi, parfois, il faut pas les connaître. Tout le monde a sa méthode. Moi, j'ai connu les règles, puis à un certain point, j'en suis venu à un point où que je me disais, bon, ben, de côté la façon conventionnelle dont ils faisaient ça, moi, je vais faire en sorte de créer mes propres règles, puis je vais refaire une structure. Puis ça, c'est à la nature des sports contre culture qu'on poursuit aussi. On est tous comme des briseux de règles, comme on essaie de ne pas suivre ce qui nous est dit. Puis à l'intérieur de ça, il y a une force. Il y a aussi une force à l'intérieur du fait de bien connaître la structure des règlements, puis après ça, pouvoir... mais tu sais, il y a plusieurs voies. Il n'y a pas une seule voie à l'art. Ouais, Parce que 100%, je considère c'est bien que dit. ce qu'on fait, toi comme moi, c'est artistique au niveau de
de beaucoup d'entreprises qu'on poursuit. Vraiment. Moi, j'ai une phrase qui m'inspire beaucoup, c'est justement le mot inspiration, mais s'inspirer, ne jamais copier. Tu sais, quand tu copies, ben, tu suis souvent des règles, tu suis une ligne, puis cette ligne-là, ben, ça se peut qu'elle soit drabe, puis que tu reproduises la même chose. Mais si tu veux te sortir du lot, si tu veux faire des choses nouvelles, justement, amener ton côté artiste là-dedans, créatif, ça prend ça. Puis ça, je pense pas, je suis persuadé, ça a été un élément clé qui a fait en sorte que tu t'es démarqué parmi tous ces skieurs-là, parce qu'on s'entend, il y en a des milliers de bons skieurs dans le monde. C'est quoi, selon toi, qui te démarque, toi, ta signature? Ça a pris du temps à trouver, mais moi, j'ai été attiré rapidement vers le style, ceux qui se démarquaient. Moi, c'était hip-hop. Ton vidéopart, il y avait du hip-hop. Ski Snow, je le regardais, puis souvent, ça allait avec un code vestimentaire, une attitude. Puis pour moi, ça reflétait vraiment ce que j'essayais de projeter dans l'université, genre hip-hop, musique hip-hop, j'ai grandi là-dessus, le monde s'habille grand, puis c'est ça que je suis. Donc, il y a certaines figures qui représentaient ça à fond, puis ils poussaient les limites de aussi l'attitude, genre, il y avait un gros ego, mais c'était une façade, c'est une façon de se démontrer, puis aussi être à un certain point où j'ai compris qu'est-ce que j'étais, c'est que je suis un entertainer. Je suis là pour divertir du monde, tu sais, puis c'est important aussi de trouver ce masque-là puis le porter, tu sais. Ouais, l'accepter, effectivement. C'est bien ça, j'aime ça. As-tu un temps, justement, que ce masque-là, parce que ça s'applique dans n'importe quel, autant sport qu'un peu professionnel, tu sais, quand on devient un professionnel dans ce monde-là, on a tendance à se cacher derrière un masque. Souvent, le monde dit ça. Mais d'accepter que c'est correct de porter un masque. As-tu eu un temps dans ta vie que tu t'es posé la question, est-ce que je suis deux personnes? Est-ce que je suis B-Dog et Phil Casabon? Ou est-ce que je suis un? Clairement, ouais, il y a définitivement un clash parfois qui s'est formé à l'intérieur de moi. Puis dans le doute aussi, puis dans la remise en question, se trouvent des belles réalisations. Tu sais, parce que autrement, si je me remettais pas en question sur qui je suis, qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, ben tout ce que je fais, c'est sans sens. Puis avec respect, tous ceux qui font les choses spontanément puis sans aucune volonté d'avoir du sens. Moi, je suis une personne qui recherche du sens beaucoup, donc j'ai toujours essayé de comme tamiser mon ego puis essayer de le garder en laisse le plus possible. B-Dog étant ça, le chien en laisse, tu sais, que j'essaie de garder. Shout out. Mais c'est bon, ça. En même temps, j'aime tu ça. sais, je le sais qui je suis, puis j'essaie de ne pas me tenir à simplement l'image de ce que je pense que les gens croient de moi. Moi, j'ai fait les mathématiques de qui je suis. Je m'ai posé des questions, j'ai écrit, j'ai essayé. Important, ça. Puis encore, je me recherche pour toujours. Puis j'ai des remises en question, j'ai du doute. Mais ça fait partie de l'art. Les bonnes périodes d'introspection, c'est important. Hein? Yeah, samouraï, man. Hey, parlons-en, l'épée est sortie. T'as dit que tu tenais le chien en laisse. Pour toi, c'est important, justement, de le garder pas loin. Mais là, t'as clairement parti une série légendaire, The B-Dog of the Leash. Ouais, Fait que là, tu la laisses partir un peu, là. ouais, Est-ce que tu absolument. te sens plus libre une fois que le chien il part? Ouais, ben c'est une façon pour moi, genre, d'embrasser l'alter ego. Yeah. Carrément, tu sais. Puis s'il faut, tu sais, exagérer la personnalité, puis aller dans ça, l'excès un peu du caractère. Puis, Nice. tu sais, c'est quelque chose que je profite de faire. Mais, tu sais, c'est au-delà de moi. Tout ça, c'était beaucoup pour redonner parce que c'est pas une entreprise en ce moment qui est lucrative, mais c'est une entreprise qui est commune. C'est quelque chose que je peux rassembler communément. Puis, entre autres, avec toi, on a fait des partenariats pour ce faire. Donc, on en a un qui s'en vient. Ça va être sûrement déjà sorti au moment où le Off the Leash va avoir eu lieu le 24 août, au moment où ça va sortir ça. Mais c'est quelque chose dans lequel tu me supportes, puis je suis très reconnaissant parce que j'ai aussi pris des notes par rapport à tes événements. Tu sais,
le défi hors-piste. Puis il y a de ça longtemps que tu as fait des événements qui étaient de haute stature pour genre notre petit coin local, puis te pousser les limites là, avec de la neige en été, puis une piscine à côté pour du wake. C'était voir grand, ça. Thanks, man. J'apprécie. Effectivement, on a vu grand. Puis, tu sais, ça devient autant, je t'écoute parler, puis on a beaucoup de points en commun. C'est de un, la passion derrière, ça nous drive. C'est un motivateur incroyable. Toi, comme moi, je pense qu'on a réussi à bien faire, c'est s'affilier avec des bonnes personnes. Puis ça, c'est à la racine du pourquoi j'ai réussi dans ce que j'ai entrepris. C'est que je me suis affilié à du monde qui avait autant de passion, autant d'engouement. Puis ça, on a élevé quelque chose ensemble parce que seul, c'est très difficile de bâtir un pont. Tu as besoin de beaucoup de gens. Les collaborations, compétition, un mot que je t'ai appris, ça vient de l'être. Tu sais, c'est des connexions humaines. Et non juste, hey, je fais plein de choses, je fais des hors-piste, je fais des gros projets, embarque dans mes projets. Non. Tu sais, je parle de moi, ma passion, je parle du pourquoi, le monde qui travaille autour dans ce projet-là. Je pense que c'est ça pour toi aussi. Tu parles de toi, tu parles de ta vie, tu éduques un peu le monde aussi. Education of Style, t'as The B&E Show. Tu as beaucoup appris et tu as beaucoup transmis ta passion tout au long de ta carrière. Moi, quand je regardais des vidéos de Phil Casabon, un peu plus jeune, ben, je voyais un skieur, mais je voyais un humain derrière qui partageait une passion. Et ça, ben, tu viens de le dire, c'est de connecter à travers ça. Autant dans les collaborations qu'on fait, puis le monde qu'on s'entoure, qui fait en sorte que nos projets fonctionnent. T'sais, parlons-en. Les commandites, ça a été un élément clé dans ta vie, j'imagine. C'est ce qui payait les billes, c'est ce qui payait les factures. C'est du monde qui te supporte. Comment ça a commencé, le monde de la commandite, pour toi? Ça a été dans un événement à Bromont que j'étais le seul kid qui pognait le Big Air à la fin, tu sais. J'étais le seul kid de 13 ans qui avait l'air d'une petite fille qui sautait genre plus haut qu'il aurait dû. Fait que à la fin de la compé, on dit Crème, c'est cool ce que tu fais. Like Us, c'était un brand pour orage. Parce que Like Us, c'était juste pour les petits bonhommes trop petits pour être capable de porter du orage. J'étais miniature. Fait que j'ai été approché par Like Us, Rossignol. Ils m'ont embarqué sur le programme. Puis après ça, tu sais, aussi une chose capitale pour moi qui a été d'une importance, là, c'est mon père a toujours eu mon bac à 111%. Fait que ça l'a vraiment... Puis ma mère aussi, de ce fait, c'est juste que mon père, il s'est entrepris au niveau des finances. Mon père, ça a été mon premier agent. Puis ça, dans le sport aussi, c'est important. C'est très difficile pour les personnes qui n'ont personne pour voir le côté financier parce que oui, tu as des tricks, oui, tu as du style, oui, tu es créatif, OK, mais après ça, ça prend un tout autre skill set pour aller chercher un 5 000, 10 000, 100 000. Parce que là, il faut que tu te prononces, il faut que tu te dises pourquoi tu as cette valeur-là. Puis ça vient... Moi, c'est venu avec le temps, mais essentiellement, quand j'étais jeune, j'aurais pas été capable de négocier des contrats que mon père arrivait à négocier pour moi. Ouais, fait que c'est sûr... Fait que ça a été du mentorat quand même. Il le faisait pour toi avant, mais de manière, il fallait que tu prennes le lead de ça. Mais tu peux dire que c'est ton père qui t'a un peu donné ces skill sets-là. Oui, absolument. Moi, j'étais un étudiant, je le suis encore pour toujours et à jamais, mais lui... c'est pas comme s'il me laissait pas, il me partageait la formule. Là. Ouais, il me demandait. Daddy, je pense que ça prendrait un coup d'épée samouraï pour Daddy. Ouais, yes, je l'aime, mon père, ma famille, ma mère, c'est clair, mon frère aussi. Ils ont toujours eu mon bac, ma soeur. Mon frère était la première personne qui me filmait, qui m'a mis sur vidéo, tu sais, à Vallée du Parc dans le temps du parc quand il était dans une piste que je sais même pas c'est quoi le nom, à droite des T-bars intermédiaires. Une petite piste qui avait le premier 40 pieds. Yes, on va aller souffler la réponse. Là. On a des OG dans la place. On se souvient-tu de cette piste-là? Ouais, Pete, la piste où il y avait un big air quand tu débarques des chaises puis tu tournes à droite. Tu sais, VDP, il y avait un gros vent de skieurs snowboarders qui se sont alliés pour créer des modules monumentaux. On avait le Rail Canada qui était haut comme les cieux. Incroyable. Oui. C'était mon premier rail. Je pense qu'il était plus haut que moi.
Ah, il Sûrement. était immense. Man, premier rail que j'ai pris dans un parc, incroyable. Si tu te ditches, tu tombes de 8 pieds de haut, là. Réellement. Sur le flat. Incroyable, j'adore. OK, fait que ça, hey, parlons-en. Ça, c'est tes premières expériences de parc, right? Ouais, Genre, ouais, Vallée du t'avais Parc. quel âge à peu près? C'était à 11 ans, 12 ans. 11-12 ans. Fait qu'on se suivait de pas loin. Quel module que t'as attaqué le premier? C'était un flat rail en tant que rail, là. C'était flat rail bleu, 2 tubes. Yeah, Les OG shotgun. de Vallée du That's Parc it. s'en rappelleront. Nice. Puis court, sûrement qu'il y avait 16 à 20 pieds. Je me suis couillé. That's it. Ça a parti en feu. J'ai slidé out. Après, je me suis couillé. J'ai tout fait ce qu'il fallait pas faire. Bon. Puis j'ai appris. Hard first, man. Ouais. Ah, il fallait que j'apprenne à la dure. That's it, j'aime ça, wow. Mais t'as persévéré, t'es retourné. Puis là, c'est là que t'as passé de la compétition agressive, ski vitesse, au ski freestyle. Ouais, absolument. Nice. C'était plus cool pantoute. En fait, c'était un régime, l'équipe de compétition. L'école en était déjà un, Yeah. structuré. Après ça, l'équipe de compétition, la fin de semaine, avait des cédules. Moi, c'était trop pour moi à un certain point. Puis là, le ski est en essor, le free ski qu'on appelle. Les twin tips étaient sortis. Moi, j'apportais mes twin tips sur le top du course. Puis il était juste là, genre. Mais je montrais au monde qu'après la compétition, moi, je m'en allais en twin. Là. Je m'en allais switch out. C'est bon, ça. Nice. Merci pour ce petit bout de chemin-là. C'est important de faire des throwbacks dans le passé. Je pense que côté Phil Casabon, le kid, l'enfant qui est toujours là dans ton cœur, mais que le monde connaisse un peu moins, de le faire ressortir, de dire où tu viens, les racines, Vallée du Parc. Une des racines importantes de notre montagne, on peut en parler, la Cap-Breton. C'est quoi ce parc-là? Cap-Breton, c'est le parc le plus important au Québec, possiblement mondialement, puis universel. Je connais pas les extraterrestres, mais je pourrais dire qu'il n'y a rien comme la Cap-Breton dans l'univers. Ouais. C'est unique. Ouais, absolument. Décris-moi-le, mettons, en une phrase. Là. C'est quoi que tu vivais quand tu ridais cette ligne-là? C'est de l'intimité, c'est du flow, c'est du pur bonheur. Parce que la Cap-Breton, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une piste à Vallée du Parc qui est très sinueuse. Elle a à peu près 1,2 km pour une station d'à peu près 200-300 mètres. Yeah. Donc, c'est une tournée dans les bois, puis beaucoup de variations, de fluctuations dans les courbes, dans la piste. Fait que ça donne à une petite station l'essence d'une grosse station parce que tu as l'impression de descendre longtemps, puis de pouvoir faire quelques trucs. Puis on dirait, rendu en bas de Taronne, je sais pas combien de modules, je me rappelle plus. Dans ces bonnes années, ça devait être 20 modules. Ah ouais, une vingtaine. Il y avait des sections. Chaque section avait ses vibes. Puis il y avait différentes façons d'atteindre différentes sections par l'entremise des remontées mécaniques. Fait que t'avais vraiment un spectrum large de pouvoir d'expression. Comme pour moi, c'était vraiment une bonne raison de rester en région. Maintenant, des fois, je me re-questionne, mais maintenant qu'il y a un centre adrénaline urbaine, I'm here to stay. Yeah, grosse plug. Parlons-en un peu. Phil, on a ridé ensemble sur le toit, tu l'as expérimenté autant en hiver qu'en été. Comment tu te décris ça? C'est pas une montagne, c'est un toit, mais c'est quoi l'expérience que tu as vécue sur le toit quand on a ridé? Ouais, ben c'est fantastique. La première fois que j'ai ridé sur du tapis tel, donc c'était une expérience nouvelle. Puis j'ai été agréablement surpris, ça répond bien. Il y a du contrôle. Puis surtout, moi, c'est le tow rope, ça change le game dans tous les cas. Peu importe la surface sur laquelle je vais rider. Si je peux rider à cette vitesse-là, puis faire autant de répétitions que ça, j'adore. Parce que moi, je veux que ça y aille. Puis on a, dans une superficie proche, on n'a pas de façon de répéter les choses rapidement comme ça. Fait que pour moi, c'est un terrain de jeu sans égal là, dans le secteur. Un beau jeu infini, tu peux rider jusqu'à temps que tu sois toasté, mais c'est une run à la minute, fait que l'évolution est quand même constante. Puis autant des riders comme moi puis toi, il y a moyen de pousser sa game encore avec un rope tow, autant qu'un jeune qui commence. Ça a toujours été ça, moi, qui m'a inspiré des rope tows. C'est, tu sais,
la répétition, la visualisation est super bonne. Tu sais, tu peux attendre avant de faire ton truc, le lundi, mais de la répétition, c'est constant. On en parlait tantôt. Avoir une certaine constance, refaire tes trucs jusqu'à les amener sur la neige. Puis quand tu arrives dans une station que tu as des 10 minutes d'attente, file d'attente, le chairlift après, ben, tu as quand même travaillé tes runs toute la semaine. Tu vas les faire sans montagne, ça devient fluide. Fait que ça a toujours été ça, la porte d'entrée un peu à aller dans des vraies stations. Comment tu files ça, toi, version faire tes trucs back-à-back? Es-tu plus quantité ou qualité? Qualité au-dessus de quantité tous les jours, mais si qualité et quantité peuvent se rencontrer, là, on a un mariage. Oh, T'sais. j'aime ça. On est parfait dans le flow, là, on continue ça. Le X-Game versus tes vécu en présentiel. Tu as participé à des X-Games versus le X-Game Real Ski. C'est quoi la grosse différence pour le commun des mortels qui ne comprend pas à ce jour? X Games à Aspen, c'est un événement qui invite plusieurs skieurs, snowboarders, motoneige pour venir s'exprimer sur un terrain qui a été fait à la mesure, que les gens performent d'une façon du calibre le plus haut possible dans tout sport donné. Donc, moi, c'était dans le slopestyle, je m'exprimais, puis il y avait aussi Halfpipe, Big Air aussi qui ont intégré un peu plus tard. Ça, c'est tout en présentiel. 2 à 3 runs, best run counts. C'est quand même cutthroat. T'as une chance ou rien. Tu sais, c'est genre, tu donnes tout, puis c'est ce moment-là, tu fais le bien cette journée-là, t'as les honneurs, tu wins. C'est beaucoup de pression sur une petite fenêtre de temps. Mm-hmm. Les X-Games Real Ski, c'est tout le contraire. C'est beaucoup de pression sur une... Ben, aussi beaucoup de pression dans les deux cas, mais sur une grande fenêtre. Puis, il n'y a personne qui est là pour te faire un setup parfait pour t'exprimer, pour que tu puisses faire le plus haut calibre du sport dans lequel tu excelles. C'est toi qui choisis, puis par ta connaissance du milieu urbain, c'est toi qui vas aller choisir qu'est-ce qui est de calibre à être dans une vidéo d'1 minute 30. Nice. Tu as 2 mois à peu près, donc c'est une longue fenêtre de temps, tout le temps sur le grind pour essayer d'avoir les meilleurs clips possibles. Essentiellement, le plus que je l'ai fait 2 fois, la deuxième fois, c'était beaucoup plus facile. J'avais découpé ça mathématiquement. Je suis arrivé avec une stratégie, j'ai besoin de tant de clips. Fait que je me casse pas le cou à avoir plus de clips qu'il faut. Yeah. Je vais juste pour des clips qui sont bangers. Mais c'est énormément de travail. Puis tu le sais, comme moi, tu fais du street, tu pelletes plus que tu rides. Des fois, le temps que tu as sur ta planche est minimal. Vraiment. Mais c'est beaucoup dans la conception et dans la physique des choses. Puis aussi dans... Oui, je te dirais que j'ai réussi à faire une carrière dans le ski grâce au fait que j'ai pris mon temps dans la conception des modules. Puis j'ai aussi choisi consciencieusement sur quoi que j'allais me lancer, tu sais. Ouais, parlons de ça, la conception derrière un spot. Je pense que ça a toujours été ta force. Je regardais les X-Games Real Ski et je suis le genre de gars qui pesait sur pause à chaque spot pour comprendre l'architecture derrière, le temps, l'énergie que tu as mis à travers tes builds, parce que c'était pas petit, là. C'était du gros temps, du gros jus investi là-dedans. Parle-moi de ça un peu, l'envers du décor. Ouais, la possibilité que la rue offre, c'est ça, c'est si t'as pas un nouveau truc à apporter, ben au moins t'as un nouveau tableau sur lequel t'exprimer, puis là, ça apporte des nouveaux trucs parce que le tableau a jamais été vu. Puis c'est une grande partie de ma force. Ma force, c'est voir ce tableau-là, puis être capable de le décortiquer, puis voir comment que moi, je pourrais utiliser le médium des skis sur ce tableau-ci que j'ai vu. Fait que c'est beaucoup de travail hors saison. Pas du travail, je te dirais, à ce point-là. C'est comme du plaisir, mais c'est quand même quelque chose que je fais activement de rechercher. Et non seulement, tu sais, c'est pas genre, je m'en vais me promener en auto. Non, c'est souvent à pied que j'ai trouvé mes meilleurs spots. En vélo. Puis, tu sais, maintenant, plus récemment,
10 dernières années, c'est Google Maps qui est apparu que là... Effectivement, là, ça ouvre des portes, ça. On a touché un nouveau niveau, là, une Fait que dimension pour nouvelle. éduquer un peu quelqu'un qui n'a jamais fait du street, toi, ta recherche de spot se fait des fois 6 mois avant. En été, on va voir les spots, on les analyse, on voit la faisabilité du spot. Puis en plus de ça, quand c'est des spots à l'extérieur, on parle du Saguenay, ben il y a Google avec le Street View et avec Google Earth maintenant. Ça fait partie de tes recherches. Oui, absolument. Puis, tu m'as inspiré, tu utilisais des outils, il y a de cela bien longtemps, pour même arranger des spots d'une façon à ce qu'ils soient faisables. Supposons, il y a une rod en plein milieu du ledge, tu sais. Ben, ça nécessite un grinder. Shout-out à la Belgo. Oui, absolument. Puis contre toute inégal... comme on était légal dans ce faire parce que cette place-là était abandonnée. Exact. On va pas à des places... pas de mes 35 ans, disons. Là. Il suffit un temps où que peut-être je faisais un peu de vandalisme pour être capable d'être en mesure de faire ce que je voulais faire. Là. Ouais. Puis, mais essentiellement, ça a été embrassé par la ville. Ils m'ont nommé ambassadeur, fait qu'ils sont contents. Exact. Ben ça, c'est important. Je pense que c'est important de le mentionner aussi. Si on veut bien inspirer, c'est aussi d'éduquer de la bonne façon parce que t'es pas obligé de briser des choses pour t'amuser et pour libérer ton potentiel créatif. Il y a moyen de l'analyser au point de même demander des permissions parce que on est rendu là avec les X-Games Real Ski, avec toi, Frank Bourgeois. Ça rouvre des portes à la prochaine génération qui veut faire du street, du ski, du snow urbain. C'est du temps investi. Et comment toi, tu le vis? C'est plusieurs heures, même plusieurs jours de tournage. Dans le meilleur des cas, tu as une équipe avec toi. Souvent, c'est le cas. Puis de là, l'importance de s'affilier avec du bon monde. Yeah. C'est qu'on est une équipe. Puis aussi, il y a différentes visions. C'est un travail d'équipe, là, essentiellement, pour arriver à des fins qui sont... Les meilleures œuvres que j'ai réussi à faire, c'est totalement un travail d'équipe. Puis premièrement, je pourrais pas faire aucune chose que j'ai fait sans un caméraman derrière la lentille qui arrive à filmer ça d'une façon qui est intéressante parce que c'est facile de chier une shot puis de faire en sorte que ça ait l'air de rien du tout. Il faut que tu sois avec quelqu'un. Fait que ça, c'est shout-out au caméraman. Mais pour retourner au build, à tout ce qui va à l'intérieur de ça, c'est le temps de conception, puis aussi, est-ce que ça va marcher? C'est un questionnement. On ne sait jamais. Les conditions vont-tu être amicales ou hostiles? Parce que des fois, c'est possible que le landing disparaisse le lendemain que tu as pelleté pour 8 heures. Puis, ce qui est très intéressant, puis en même temps démoralisant, mais à la fois une plus grande satisfaction du fait de réussir un clip, c'est que c'est possible de travailler pour 3 jours et de n'avoir aucune carotte au bout. Aucun paycheck. Tu sais, la plupart des gens travaillent pour recevoir une compensation. Puis on aimerait tous recevoir une compensation pour le travail qu'on fait. Des fois, tout ce que c'est blood, sweat and tears. Puis il n'y a aucune récompense au bout du tunnel autre que tu t'es battu mentalement, battu physiquement. Puis ça, c'est une côté qui est vrai du travail. Puis essentiellement, d'où j'en retire force et résilience. Résilience, absolument. Ben, c'est qu'après ça, je le transpose ailleurs. C'est quelque chose que j'ai entreposé en dedans de moi, cette volonté-là de réussir quelque chose. Ben, prochain clip, tu peux me croire que je vais le réussir. Là, il me fera pas ça une autre fois, tu sais. Fait qu'à quelque part, c'est juste utiliser cette énergie-là qui est noire, puis la rediriger vers quelque chose, une réussite. 100% qui analyser son énergie, le street est une bonne façon de le faire. Pas toujours facile pour l'avoir vécu. Tu viens à un certain point que tu as de la rage, mais quand tu l'utilises de la bonne façon, ça devient une arme secrète. Là. C'est ce qui te fait remonter les marches une 50aine de fois, sinon plus, puis que tu gardes toujours ton objectif en tête. Puis tu as parlé de paycheck, effectivement, tu sais. T'es pas payé à lender ton truc, même pas lender ton banger. Tu sais, si ce serait ça, la vie serait belle. Mais t'es payé par les compétitions que tu fais comme les X-Games Real Ski. T'es payé par les commandites, tes supporters. Mais effectivement, après lender un truc, le plus beau paycheck, c'est la gang autour. C'est de filer ça, que le monde
le hype qu'il y a, l'énergie, la symbiose de tous les humains qui ont travaillé sur ce setup-là pendant des heures, et toi, tu wreck ta shot, man, c'est un bon ressenti. Là. Ouais, réellement, je te dirais, on parle, ça c'est un anglicisme, mais de clip high, tu sais, c'est une façon comme de prendre une drogue, si une drogue qui est de toute sainteté, je te dirais, c'est réussir un clip, Yeah. apporter une vision à sa manifestation, je te Oh. dirais que c'est la façon de toucher la 100%. dopamine, le centre de dopamine comme de réussite, de satisfaction le Voilà. plus grandiose possible parce que tu as mis l'effort, tu as mis le Voilà. temps. Le monde aussi en profite tout autour de soi. Moi, quand que mon boy, il réussit son clip, j'ai une shot de dopamine pour lui parce que Exact. j'ai vu le struggle, j'ai 100%. vu la guerre à laquelle il a dû traverser, autant mentale que physique. Yeah. Puis je suis là, comme tu dis, on est en équipe pour célébrer ce moment-là. Puis après ça, tu sais, on vit pour ça, on vit pour des moments de même Yep. dans cette culture-ci. C'est 100%. Tu sais, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi on le fait, c'est exactement pour ça. C'est, tu l'as dit, cette drogue légale-là qu'on a accès ici, qui est la dopamine, et un rush d'adrénaline aussi en vivant l'action qu'on fait, en strugglant pour la shot qu'on veut. C'est un rush d'adrénaline aussi. Fait que tout ça, man, c'est la meilleure façon de décrire, je pense, une session de street. Fait que, bref, je veux juste revenir sur quelque chose que tu as dit. Il y a les filmeurs derrière, on a parlé du gros, quand même, grosse implication du build, grosse implication d'éducation dans filmer sa shot, avoir sa shot, rec et lender le truc qu'on veut. Mais il y a une grosse partie qui appartient à la personne derrière la lentille. J'aimerais ça faire 2 beaux shout-outs, un à Brady et un à Raph Sévigny. Je pense 2 gars clés dans ton parcours vidéo, créatif, visuel. Ces gars-là, qu'est-ce qu'ils ont qui ont fait en sorte que ça fit avec Phil Casabon? premièrement une amitié. Yeah. D'abord et avant tout, c'est des personnes que j'aime, avec qui je m'entends très bien. Les deux apportent quelque chose de très différent à la table. Brady, c'est un créatif, puis visionnaire. Puis Raph, il a une façon de te faire sentir juste confiant et bien. True. Raph est léger, puis il arrive à trouver des solutions aux problèmes quasiment en tout temps. Puis aucun problème n'est d'une grandeur telle qu'il va être démoralisé. Fait que je te dirais que l'esprit de Raph et puis aussi, évidemment, son skill en cinématographie. Mais Brady, de son côté, c'est vraiment un visionnaire au niveau de quand il appuie le bouton record, il a une idée de la façon qu'il va mettre ça dans le casse-tête. Ouais, c'est un filmmaker dans l'âme. Comme. Ouais. Ah, j'aime ça. Un chirurgien un peu de la caméra. Là. Ouais, réellement. C'est bon, c'est important, ça, le côté bien s'entourer. C'est beau d'avoir une équipe, d'avoir des hype men, d'avoir des bons riders, que tu t'entends bien, qui te craquent à faire tes trucs, des filmeurs qui sont là pour la cause, pas juste pour le paycheck. D'avoir toute cette équipe-là avec le côté artiste, créatif, structuré, ça amène un Dream Team. C'est important. C'est important d'avoir du monde sur qui on peut compter dans le street, puis ils sont pas là pour baisser les bras. Là. C'est de la grosse persévérance. Absolument, importance capitale parce que quand on prend des risques de ce niveau-là, tu veux avoir une équipe en qui tu as confiance, puis aussi des personnes qui savent, on est très frêle dans ces moments-là. Personnellement, je suis très frêle dans ma tête à une bataille mentale. Supposons, tu n'as pas essayé le spot, puis c'est un commit. Il faut que tu le fasses ou tu le fasses pas. Un close-out, supposons, un close-out des deux bords. Des choses que il faut absolument que tu complètes. Les options ne sont pas grandes. C'est tu le pognes, premier coup. Ouais. Tu vas pas essayer, je vais juste le tester. Genre, non, tu le fais. Puis c'est quand que ces personnes-là sont avec toi pour te mettre en confiance, être avec toi. Tu sais, les filmeurs, c'est les premiers coachs de l'histoire du snowboard et du ski. C'est eux qui donnaient la confiance aux riders puis leur disaient « t'es capable ». C'est vraiment des personnes essentielles dans la culture. Puis
Yeah. Sans eux, ça n'aurait jamais progressé au niveau où c'est une symbiose, là. C'est 50-50. Yeah. Tout le monde y joue sa part. 100%. Shout-out à tous ceux qui sont derrière, dans l'ombre un peu, côté obscur. Personne les voit, tu sais, devant, ils sont pas up front. Mais moi, j'ai une phrase que je finirai avec celle-là pour closer. Mais tu sais, il y a ceux qui allument les projecteurs, puis il y a ceux qui rayonnent devant aussi. Mais ceux qui les allument sont super importants, là. On les voit pas souvent, ils sont souvent dans l'ombre, mais c'est eux qu'on remercie le plus. C'est grâce à eux quand même qu'on a des beaux vidéos derrière, la belle qualité, des beaux souvenirs aussi, il faut le dire comme ça, là. Tu sais, c'est quelque chose que tu vas regarder dans une couple d'années, tu vas faire, yo, c'était épique, là. Je me souviens de tous les spots que je suis allé filmer parce que ça a été rec. C'est dans une boîte à images pour le reste de ta vie. C'est grâce à ces filmeurs-là. Fait que shout out à ces personnes-là. Yep. Puis j'aimerais ça revenir sur le premier spot qu'on a raidé ensemble. C'était au Saguenay. Le down en bois. J'avais jamais vu ça sur des spatules. Je pensais que c'était impossible. Un Switch 50 en street sur un rail de bois, un gros down rail. C'était épique. J'ai vu à ce moment-là une partie de fil que je connaissais pas. On a parlé de résilience tantôt. Mais j'utiliserais un autre mot, man. Détermination. Incroyable. J'ai vu le feu dans tes yeux, man. Tu lâchais pas. Puis t'es ce genre de personne-là qui lâche pas le morceau tant que tu l'as pas landé comme tu l'as visualisé. Ouais, ça c'était merci de rapporter ce truc-là. C'était un énorme défi mental, possiblement un des plus gros défis. Parce que là, on parle de se jeter sur une rampe à pic. D'un côté, tu as des roches, tu as un cliff. C'est un downrail qui est très à pic. Puis là, on parle de ne pas rien regarder, de faire confiance entièrement à ce qui va se passer. C'est du lâcher prise, là. Cette année-là, j'avais un couteau dans les dents, pour le moins dire, là. J'étais affamé du fait que j'avais pas été. Mon ego avait très faim de recevoir des fleurs parce que j'avais énormément donné. Puis j'ai été dans un duo, une dynamique où que j'ai été avec Michael Jordan pendant un bout du ski. Henrik Harlaut, je le réfère à Michael Jordan du ski. C'est le meilleur athlète possible en ski. Puis j'étais à ses côtés, on faisait le BNI, puis c'est sûr que il brillait tellement fort que des fois, tu sais, à ce point-là, ultimement, je me laissais comme tamiser ma lumière par sa lumière. Puis, tu sais, c'est venu qu'à ce que je comprenne que c'était toujours dans l'individualité. J'ai embrassé qui j'étais, puis j'ai arrêté de vouloir être autre. Sauf que quand tu es mis au pied du mur avec quelqu'un d'une telle grandeur, c'est comme il y a une acceptation à avoir lieu avec soi-même. C'est un challenge personnel. Vraiment, puis ça m'a beaucoup servi. Mais ceci étant dit, pour revenir... Tu dirais-tu que ce genre de truc-là, un Switch 50, te lancer dans le vide complètement, lâcher prise, comme tu as dit, ben ça devient des inspirations comme ces gars-là. On parle de Henrik Harlaut. Est-ce que tu t'inspires beaucoup des riders autour pour, après ça, le mettre à ta sauce, à ton style à toi? Mais un Switch 50 comme ça, comment ça t'a traversé l'esprit de faire ce truc-là sur un downrail? C'était dans mes notes. C'est des choses que je prends en note. J'ai des calepins avec les tricks que je veux réaliser. Là, ça a donné que le rail s'est présenté mi-novembre pendant le fait que je faisais le rail ski. Puis pour revenir au fait que je voulais briller, c'est que Henrik, dans ce temps-là, je me disais, genre, Henrik, il a eu ses médailles des X-Games, puis il a été célébré, puis je le savais que j'avais quelque chose à apporter pour être célébré. C'était une fin de l'ego, oui, mais c'était quelque chose quand même que je voulais mettre mon étampe. Yeah. Je voulais absolument être reconnu pour ce que j'étais, puis je savais à l'intérieur de moi que personne ne l'avait fait comme moi dans les rues, genre. Nice. Puis j'étais quelque chose de spécial, mais j'avais pas eu cette médaille pour me le... Statement, ouais, je comprends. Donc, je la voulais. Puis quand on est arrivé à ce rail-là de bois, j'ai dit, je le pogne Switch 50. Puis là, mon frère, il m'a dit, j'étais avec mon frère dans l'auto, il a dit, ah ouais, t'es sûr? J'ai dit, ouais. Puis là, j'étais là,
tac, on met les menottes, t'es obligé de le faire. Quand que tu dis de quoi, si tu veux faire quelque chose dont t'as peur puis t'es pas confortable, Ouais. ben dis-le à un ami. Déjà là, ça dépend de la parole. Ben, Je c'est suis ta une personne première de action. parole. C'est ta première action. Si tu le dis, le C'est commitment parti. de le faire, t'as pas le Ah ouais. choix. Là. Des fois, j'ai dit des choses insensées là, que j'ai jamais pu réaliser, mais Là, ça te j'ai pousse à l'essayer. ouais, toujours viser quasiment plus haut que possible. Puis après, ben, je me contente de ce que j'ai réussi à faire, mais au moins, j'essaie d'aller le plus loin possible. Le Switch 50, je savais que c'était possible, mais ça m'a travaillé la nuit. J'ai pas dormi, puis je suis arrivé, j'ai réussi. Donc, la satisfaction de ça, c'était incomparable. C'est clair que cette année-là, j'ai eu dans les trucs qui sont les plus satisfaisants. Encore là, des fois, j'irai faire moi-même. Je retourne à ce moment-là, puis pour toucher à ce high-là que j'ai pu vivre. Merci, man, pour cette belle philosophie de vie. C'est inspirant, vraiment. Ça me fait du bien. Réciproque. Yeah. Ouais. Puis justement, si je fais du bien à l'équipe, je leur ai promis d'avoir un segment questions AU de l'équipe Adrénaline Urbaine. Wouf, wouf. Yeah! Ils m'ont sorti quelques bons questionnements à te poser. Je vais ressortir mon petit calepin pour être sûr de rien oublier. Quelle place occupe l'entraînement dans ta vie? Tu sais, j'en ai dans l'équipe que, écoute, ils ont passé de l'intérêt à la passion, très passionnés, commencent à faire de la compétition. Justement, ils se demandent quoi faire comme entraînement, comment Phil Casabon a intégré l'entraînement dans sa vie. Si j'avais pu écouter mon père, des conseils tellement bénéfiques que j'aurais dû suivre ses conseils quand j'avais 18 ans, puis il me disait va-t'en au gym, Phil, mais dans ce temps-là, c'était whack. On s'entraînait pas, on faisait du ski, puis Yeah. on fumait du weed, puis on était meilleur grâce à ça, parce que c'était comme le stéroïde pour le style, le weed, dans ce temps-là. On était-tu vraiment meilleur ou c'était comme justement un stéréotype de skieur? Non, puis- c'est une idée, tu sais, qu'on Yeah. se faisait. Mais les meilleurs en fumaient, fait Ah. qu'on suivait ce que les meilleurs faisaient. Tu sais, puis... Et là, les meilleurs à ce jour, c'est quoi qu'ils font? Ah ben là, les meilleurs à ce jour là, sont au gym. Ah ouais. Ouais, donc c'est ça. Pour pour Papa dire... avait raison, Ouais, finalement. mon père avait raison. J'aurais dû suivre ses conseils plus tôt que tard, mais c'est venu à moi. C'est inévitable, mais moi, c'est à cause des blessures que j'ai dû me mettre au gym. J'ai jamais été capable d'embrasser le gym jusqu'à tout récemment quand j'ai trouvé finalement un type de mouvement puis une approche à l'entraînement physique qui, moi, résonnait avec moi. Puis c'est ça essentiellement de pouvoir trouver quelque chose comme on a trouvé le ski respectivement, le snow respectivement, quelque chose dans le mouvement qui nous attire, une façon de bouger, une façon de rendre ça dynamique et le fun, divertissant, puis pas pesant, malgré qu'on va se mettre du poids sur les épaules. On va rendre ça difficile, Ouais. puis se pousser à la tâche, mais il y a façon de trouver ça le fun, puis moi, j'ai trouvé un groupe, ça s'appelait Movement Culture, puis eux autres, le doyen, le président, pour lack of a better term, c'était Ido Portal. Lui, son approche au mouvement, c'est très consciencieux. C'est beaucoup dans le toucher, le ressenti, beaucoup dans la mobilité, la force, puis aussi dans la conscience du mouvement. Puis ça, quand que j'ai suivi ce cours-là, j'ai investi en moi-même pour apprendre ça. Yeah. Ça me lançait dans une direction nouvelle. Puis là, je suis totalement accro au mouvement. Je bouge, puis de toutes les façons possibles, subtiles. Je suis conscient d'essayer de la façon que ma démarche est. Tu sais, je surpense pas, mais j'essaie aussi de ressentir quand que... Tu sais, puis ça vient, ça se développe dans toute catégorie sport, peu importe quelle est votre implication dans la vie. C'est important de savoir bien bouger, puis ça 100%. va vous servir à la longévité. Pour moi, c'est à la racine de vivre une vie saine, c'est de bien bouger. Absolument. Absolument bien dit. Puis tu as dit une phrase importante. Tu as investi en toi-même en le faisant. Puis tu parles d'un programme, c'est un programme assez poussé. Tu m'en parlais aussi à titre personnel. J'aime ça m'informer
pour ceux qui comprennent pas trop, tu sais, par où s'y prendre pour s'entraîner. Toi, tu dis que tu as accès à des plateformes spécialisées. Je pense te pousser quand même à un niveau avancé. Parle-moi-en un peu de cette plateforme-là assez poussée qui t'a amené à repousser tes limites puis qu'il fallait que presque tu vises la perfection, tu sais, pour aller à un stade professionnel. Vraiment, eux autres, ils traitaient ça de la même façon que je traite le ski. Essentiellement, que tant que ma shot n'est pas au standard de la perfection à laquelle je la tiens, ça passe pas. Puis il faut que je le refasse jusqu'à temps que ce soit parfait. Je n'avais jamais traité le mouvement tel, mais maintenant, j'étais sous ce mentorat-là de ces personnes-là qui sont propriétaires de cette culture-là sur une plateforme en ligne. Je mettais mes vidéos, je me filmais premièrement faire des mouvements. Eux décortiquaient mes mouvements, me disaient tout ce qui n'était pas correct de ce que je faisais. Puis ça me dépassait parce que je pensais vraiment répliquer ce que je voyais à l'écran, mais eux voyaient toutes les failles, puis c'était vraiment comme du coaching à son plus haut degré, puis c'était accepté que j'avais beaucoup de pratiques intenses à faire, puis que tout était dans répétition. Savoir aussi quand me reposer, mais vraiment, là, c'est un programme qui prenait 3 heures par jour, 6 jours par semaine. Yep. Puis j'essaie de garder ça, une routine, malgré que là, c'est plus à 1h30 à 2h30 par jour Quand que même. je fais 6 jours semaine. Puis Quand même. là, je transpose ce programme-là, puis j'intègre ce que j'ai appris, puis là, je peux être créatif, puis briser leurs règles, puis faire... Yeah. Ou juste ajouter. Ah, je vais ajouter justement, c'est le bâton, puis Nice. je l'ajoute, je vais marcher sa slackline avec le bâton. Fait que là, mon haut de corps est mis. Tu mixes beaucoup d'affaires, même l'élément très important qui est ici, tout ce qui est conscience du mouvement, ça part de la tête. Mais là, tu mixes du focus avec la mobilité, avec de l'entraînement, tu sais, physique et mental, si je peux dire. C'est un solide mix. Tu m'as appris un peu comment jouer à ce beau bâton. J'en ai fait un. Je trouve ça vraiment cool. Ton mindset derrière de, tu sais, appliquer le ski dans ta vie de tous les jours, en off-season aussi. Tu sais, veux pas, on est au Québec. On a un 3 mois pur de neige, 4 quand on est chanceux. Mais il faut se trouver des ancrages qui nous rapportent à ça. Puis tu l'appliques bien dans ta vie, je trouve. Fait que je tiens à te le dire, c'est inspirant. Tant mieux si tu peux inspirer des jeunes, moins jeunes à mettre l'activité physique dans sa vie et faire des beaux parallèles avec sa passion. C'est important. Et c'est ça qui te motive. Bien dit, puis j'apprécie beaucoup. T'es la première personne qui m'est arrivée avec un bâton de soi-même Yeah. inspiré de ce jeu-là. Puis ça, j'ai été très agréablement surpris puis content que tu fasses les démarches pour te faire ton propre stick. Puis là, Tu m'as inspiré. Je l'ai pas copié, le tien plus long. Je l'ai mis short. Ouais, mais c'est plus dur, plus short. Mais pour tous ceux qui se demandent, c'est 15 pouces OK. auquel j'ai coupe. Puis je fais des petits patterns, des designs dedans juste pour... Vraiment sick. parce que pour moi, c'est un jouet. Yeah. Puis il faut que je garde ça en jouet. Puis le plus qui est décoré, le plus que j'ai le goût de l'agripper. Voilà. Puis faire des trucs avec, tu sais. Puis après, ça devient simplement comme une genre de... Il est là tout le temps. Fait que avec des amis, ça devient un jeu social. C'est très technique comme jeu. Ça requiert beaucoup de concentration puis d'agilité. Mais une fois qu'on maîtrise, c'est quelque chose qui est très engageant. C'est épique pour vrai. Puis tu sais, tu l'as nommé, c'est un jeu. Puis c'est tellement. C'est agréable. Tu l'as mis à tes couleurs, à ton style, et ça devient un instrument d'entraînement. Mais ça reste un jouet. J'adore, j'adore. Faisons une petite session. Ah ouais, on s'en fait un. Tu veux faire ça? Eh oui. Tu couperas les bons morceaux, là, j'ai pas ces skills. Ouais. En plus, ça va être tech. First try, mesdames et messieurs. C'est quoi une journée typique dans la vie de Phil Casabon? Tu sais, le monde te connaît sur tes skis, mais c'est quoi ta routine? Et on va le faire routine hivernale, routine estivale. OK. Fait que first of all, ta vraie vie hivernale, ça ressemble à quoi une journée typique? Là, j'ai la grande chance d'être en compagnie d'un être que j'aime
à la folie. Fait que je me réveille au sourire de ma douce moitié. Yeah, shout out Nat. Ouais. Yeah. Coconut, je la vois le matin, puis elle est toujours souriante. Fait que déjà, ça part la journée avec un petit hop. Je me réveille, ça fait 2 ans, jour pour jour, et plus encore que je prends une douche d'eau froide d'environ 2 minutes dans le plus froid possible. Tac, je me choque. Hard first, hein? Je me choque le body, là. Tac, la cortisol, la boost. Je suis réveillé, les narines sont débloquées. Je respire. Là, après ça, dépendamment de qui je reçois à la maison, parce que souvent, je reçois du monde chez moi pour pour créer des vidéos, ben, on va se faire... je vais attendre un peu, je vais faire des mouvements, routine d'échauffement, un peu de vélo. Puis après ça, on va commencer à considérer quel spot qu'on fait. On attaque avec du café, un petit boost. Je m'apporte un lunch. On arrive au spot. Je déjeune rendu au spot. On construit le spot. Si tout va bien, on ride le spot. On revient à la maison, possiblement avec un clip. Là, on a un succès en boîte. On se gâte un peu la panse. On vit comme des porcinets royales. Chip, humus, etc. Puis après ça... J'adore. On se gâte, chip, humus. On vit gras, mais santé. Yeah, that's it. J'aime. C'est une belle routine de vie, ça. Ouais, on crisse le clip sur la timeline. Pas le temps d'attendre. On regarde la façon le clip. Après ça, on met ça sur du Young Buck. On met ça sur la toune qui brasse le plus possible. On se booste l'ego, puis demain, on y retourne, genre en feu. Souvent, le corps est décalissé, puis on se dit demain, on est en feu, puis on se réveille, le corps tout croche, ben, on recommence, on fait des mouvements, puis c'est la passion, hein? Ouais. On en fait des affaires. Effectivement, on va loin avec notre corps, là, on le pousse aux limites, mais... C'est tellement une recherche. Tantôt, tu as parlé de dopamine, d'adrénaline, mais on en a besoin, je pense. C'est des excessifs comme nous, des gens de sport d'action qui vont carburer à ça toute leur vie. Ça a besoin de se retrouver derrière la chose qu'ils aiment le plus. Puis je pense que tu n'aurais pas cette routine de vie-là si tu n'aimerais pas ça. Est-ce que le fil de 8 ans et le fil de 88 ans seraient fiers du fil d'aujourd'hui? Ouais, je pense qu'il acquiescerait pour ses décisions. Ouais, il serait down. Pas le choix. De toute façon, ils sont inséparables, donc ils n'ont pas le choix de m'accepter. Yeah. D'un bord comme de l'autre. Mais. Ils acceptent. Est-ce qu'ils sont fiers? Ben, dépendant de la fierté, je pense qu'ils sont. Je pense que le fil de 88 ans va avoir des sentiments. Un peu mélangé par rapport au fil de 35 ans. Il va dire genre merci, tu sais, parce que t'as tout suivi ton cœur, puis t'as été à fond dans ce que t'as fait, mais câlisse, j'ai mal. Genre, j'ai mal à une coupe de place à cause de la façon dont tu m'as traité t'as traité ton corps. Ouais. Mais tu sais... Il peut te remercier de l'entraînement que tu fais. Ouais, absolument. Essayer. Là, c'est ça. Là, le gars de 88, il me dit « Ah ouais, fais tes push-ups, bonhomme. Yeah. » That's it. Le kid de 8 ans, on n'a pas parlé. Kid de 8 ans, il est down à fond. Kid de 8 ans, là, il est pas mal exactement dans les cordes que je souhaiterais être. Je te dirais que je vis ma meilleure vie de 8 ans. Boom. La signature du défi hors-piste, faut faire quelque chose de créatif. Je pense que c'est dans tes cordes, la créativité. Mais là, j'ai le goût d'essayer quelque chose, un NBD, qui n'a jamais été fait. En ce moment, on se trouve en dessous du toit. Direct là, il y a un snowpark sur le toit du centre Adrénaline Urbaine. On va aller te faire un défi avec du beurre puis du dry slope. Ça sonne comme le paradis. Let's go! Alright Phil, on est sur le toit du centre Adrénaline Urbaine pour ton défi hors-piste. Waxé avec du beau beurre à la surface de ton choix pour faire le butter le plus stylé. Let's go, my man. You got this. Gracieuseté sans nom, notre commanditaire préféré. J'aimerais ça recevoir des kilos de beurre chez nous.
vais rajouter un petit extra. J'y crois, j'y crois. Bouya! Très stylé, très stylé. Ça, c'est hors-piste. Défi réussi. Alright, de retour sur le plateau. T'as expérimenté le dry slope. T'as vu que tout était possible, même un NBD. Faire des butters sur du dry slope. Comment t'as vécu ça? Ah, ça marche agréablement bien. Je suis très surpris. Moi, j'ai déjà hâte à ma prochaine expérience. Je te dirais que là, à 30 degrés Celsius, c'était de la chaleur, là. Yeah. Mais ça raide comme du beurre, ça. Et puis j'en ai mis du beurre sur place, là. Réellement. Ah, merci à No Name de nous avoir fourni le beurre. Puis bravo Shout out pour No Name. l'idée. Yeah! Thanks, man. Merci d'avoir embarqué dans le défi. Puis je t'ai fait vivre le dry slope parce que c'est un must. Tu organises un événement ici sur le toit bientôt, le 24 août, le B-Dog of the Leash. Et c'est sur le dry slope. Fallait que tu comprennes cette surface-là. Qu'est-ce que tu aurais à dire à tous les riders qui voudraient essayer ça? Ben, n'hésitez pas, venez en grand nombre, puis on va faire le party parce que c'est rare les occasions de sortir cet équipement-là en plein été. Yeah. Puis là, c'est un rassemblement commun. Plusieurs personnes vont pouvoir être là pour le pratiquer. Donc, ensemble, on se fait beaucoup plus de plaisir à ne pas manquer à ce point-ci, à savoir si ça va avoir déjà eu lieu par rapport à la sortie de cet épisode-ci. Absolument pas. On le rec pour ça. On fait de la belle promo pour le Off the Leash. OK, Exact. ben là, soyez là. Manquez pas ça. J'ai 5000 en prise et bourse pour amateurs et professionnels, ski comme snow. C'est un rassemblement sans égal sur le sommet des cieux, au mont Adrénaline urbaine. Yeah. Merci, Sensei. Man. Sage parole. J'adore. Fait que, yes, ça prenait le sabre. Donc, pour s'inscrire, adrénalineurbaine.ca. Faites ça vite. Il y a une exclusivité pour s'inscrire en ligne. Sur place, ça va être possible avec un petit extra, mais gâtez-vous. C'est un des gros événements qui s'en vient sur le toit avec une collaboration légendaire. Ça va être sick. J'ai vraiment hâte. Un bel événement qui s'en vient. Vraiment. Merci pour la plateforme. Littéralement. Puis, on le là. rappelle que c'est autant ski et snow. Fait que si tu peux nous le décrire en quelques lignes, pourquoi Off the Leash? Pourquoi tu as parti cette série-là? Pourquoi c'est important? C'est une façon de me renouveler parce que ça fait 20 et plus d'années que je suis dans le domaine du ski. Puis les choses peuvent se répéter. Puis en tant qu'artiste, je souhaite être le plus varié dans mon approche à l'art possible, puis d'explorer des nouvelles façons d'approcher ça. Donc, ça, le Off the Leash, pour moi, c'était une concrétisation de ce que j'avais réussi à accomplir personnellement, que maintenant, je pouvais avoir accès à aller chercher des commandites grâce au statut, grâce à la notoriété que j'ai bâtie à travers ma carrière. Maintenant, je pouvais aller chercher du financement pour créer une plateforme pour que les gens puissent s'exprimer à leur tour. Parce que quand on a grandi, nous, il y avait des événements DIY, puis on y participait. Puis certains de nous ont percé grâce à ça, Absolument. mais autrement, c'est plus rare. Heureusement, on voit une resurgence d'événements tels dont tu fais si bien partie avec le défi hors-piste, de part et d'autre, les événements que tu organises. Puis ça, c'est essentiel à la santé de la communauté du sport de glisse. Absolument. Donc, c'était ça, moi. C'était vraiment de pouvoir redonner, puis en même temps faire partie, puis essayer de quoi de nouveau que j'avais pas encore essayé. Offrir une plateforme, comme tu as dit, à ces jeunes-là qui veulent tenter leur chance. Tu l'as dit, c'est ces événements-là qui t'ont apporté les premières commandites, qui t'ont donné de la visibilité, puis qui ont fait en sorte que tu gagnes ta vie aujourd'hui. Je trouve ça très beau. C'est une belle mission. Tantôt, quand je disais c'est quoi ta mission de vie, c'est un peu ça. Tu partages ta passion, tu crées ta propre ligne avec cette série-là d'événements et c'est pour l'offrir en legs à la prochaine génération. Shout out pour ça, vraiment. J'apprécie.
Ouais, puis encore une fois, merci parce que t'as facilité beaucoup de choses qui étaient compliquées au niveau de l'événementiel. Puis ça vaut la peine c'est digne de mention sur cette plateforme-ci. Puis J'apprécie. personnellement, J'apprécie. ça, c'est énorme. Ça, c'est encore plus gros. Je veux dire, t'as fait Effectivement. un centre pour que le monde se pratique. Je veux dire, ça se doit d'être mis de l'avant. Puis pour moi, puis moi-même, je me rappelle, vas-y là-bas parce que comme j'ai pu expérimenter aujourd'hui, j'étais un peu frileux avant ça. Mais là, Yeah. je vais revenir. Nice. Pour rider sur le tapis, là. Je suis content d'entendre Pas ça. seulement l'hiver. Parce que l'hiver, on le sait tous, c'est de la bombe ici. Là, tu sais. Yeah. On ride sur de la Mais neige, c'est puis ça, ça va faut vite. l'expérimenter pour croire au potentiel du tapis. On a fait de la recherche mondiale. Là. On les a tous essayés. Et ça vient du Royaume-Uni. Faites venir ça 10 heures par bateau. C'est plusieurs, en fait. 10 heures, c'est peu dire, mais tellement d'implications pour la recherche de ce tapis-là pour se rapprocher à une expérience qui est pratiquement comme la neige. Là. Et moi, je qualifie ça 8 sur 10. On n'est pas tout à fait, mais le slalom, le freinage, les butter tricks, c'est des choses que tu peux pas faire au ramdo ou sur du tapis vraiment croustillant. Là, on a quelque chose d'assez intéressant. Puis avec le centre, ben, c'est ça, c'est de partager la passion à un autre niveau. Les deux, on s'est inspirés, on a un parcours similaire mais différent. On a passé par le street, on est encore dedans. Ce street cred-là est important, ça fait partie de notre vie, mais de la porter dans un cadre accessible avec ce centre-là, c'est encore notre mission et ça va toujours l'être. Merci pour ces mots-là. Et c'est ça, 24 août, on close ce segment-là là-dessus, mais tout le monde est invité. On a des catégories amateurs, avancées, puis c'est pour s'amuser, gagner des prix, puis peut-être avoir la chance d'avoir de la visibilité, avoir des commandites, de pouvoir poursuivre une carrière. Fait que, dernier shout-out, mais il vaut la peine. Man. C'est beau ce que tu fais pour les jeunes. Yep. J'apprécie. Puis merci aux jeunes de participer aussi sans vous. Il n'y a pas d'événement, fait que merci de votre présence. On parle des jeunes, mais les vieux loups sont invités. Là. Les 110%. des jeunes jusqu'à 111. Exact, jeunes ici. Yeah. Man, je veux faire un petit throwback. J'ai posé la question à l'équipe. Moi, j'en ai parlé tout le long, mais tu sais, on veut te reconnaître aussi. C'est important, les invités qu'on amène sur notre plateau. Faut qu'il y ait eu un impact dans l'histoire d'Adrénaline Urbaine. Clairement, t'en fais partie de cette histoire-là. Ça fait des années qu'on se côtoie. Ça fait des années qu'on s'inspire l'un et l'autre. Et je veux prendre mon carton, ma Bible hors piste pour m'assurer de dire tout ce que l'équipe avait à te dire. Donc, j'aime ça décortiquer. C'est quoi que Phil Casabon a apporté autour de nous? L'évolution du free ski. Si on le dit dans une phrase, je pense que ça, tout le monde pourrait être d'accord avec cette phrase clé-là. Mais comment il l'a fait? T'as démocratisé ce qui était pratiquement impossible à faire, le ski urbain. Ce qu'on a dit tantôt, d'amener ça à un point accessible, reconnu et accepté. On est presque là, mais de plus en plus. Mais ça c'est un gros chapeau. Là. Je dis souvent que Pat Bragg, c'est le maire de la ville. Moi, je vois que t'es le maire du Québec, man. 100%. Ah, j'apprécie. Au niveau street, c'est big. Fait que ce que tu as fait là-dessus, on tient à le reconnaître. Puis derrière ça, ben, c'était avec ta créativité, ton innovation, surtout la liberté d'expression que tu mettais dans ton ski et dans tes vidéos. On l'a dit tantôt, tu faisais le 360. Autant la musique, l'editing, le riding, c'est épique. Peu de riders ont fait ça. Et je te donne ce crédit-là. Merci beaucoup. Tu le mérites. Avec la musique, l'art, les vidéos, mais surtout ton implication dans la communauté. On a parlé du Off the Leash. Tu me parlais que tu parrainais certains jeunes, tu leur écris sur Instagram, tu les encourages, tu analyses leurs vidéos, c'est épique. Là. Le temps personnel que tu mets là-dessus pour cette génération-là qui s'en vient. Possiblement que tu as eu des personnes sur ton chemin qui t'ont aidé, puis là, c'est ton leg à toi. Là. Ouais. Ça fait que ça, cette implication-là dans la communauté, c'est beau à voir. Très vrai. C'est beau à voir. C'est très important. J'ai eu des mentors dignes de mention, JP Auclair. Yeah. Rest in peace. Mais JP m'a
donné accès à un monde. Il m'a vraiment ouvert les portes de la Chocolate Factory. Puis il m'a fait voir les Oompa Loompa. Il m'a fait goûter à leur chocolat en fontaine de chocolat. Grâce à lui, j'ai vraiment eu accès à une industrie. Puis il m'a donné sa bénédiction. Puis si je peux faire la moitié de ce qu'il a fait pour quelqu'un, ben c'est sûr que je vais sortir de mon chemin pour pouvoir faire ça parce que moi, j'en vis aujourd'hui du sport que j'aime, puis sans GP, questionnable. On a tous un ami, une amitié importante qu'on va se souvenir toute notre vie. Dans le cas de JP, effectivement, un vrai rest in peace qui a influencé la communauté du ski international et l'influence encore aujourd'hui. C'est beau que tu le ramènes sur le plateau. Même chose pour moi. On a toujours quelqu'un qui est là, qui va nous soutenir, puis peu importe s'il est en vie ou pas, il nous a fait tellement ressentir de quoi de fort qu'on va s'en souvenir toute notre vie. Puis je veux finir avec quelque chose d'important parce que au-delà de ça, pour résumer un peu ce que tu as fait dans le monde du ski, c'est par ta motivation. Tantôt, on en parlait, tu as parlé de constance, de discipline. Mais à travers ça, ben, tu prouves à tous les jeunes loups et même les vieux loups que tout est possible. Avec ben de la motivation, ben de la passion, puis ben de la discipline. Ce mix and match-là, trio, incroyable, peut faire littéralement de belles choses qui sont tes objectifs de vie. Et tu t'as prouvé et tu prouves encore aux gens que tu repousses tes limites, mais tu le fais dans un but concret, c'est pour l'amour du sport. Fait que je le ramène, c'est ce qui te définit, c'est pour moi, Phil Casabon, c'est l'amour du sport et c'est l'évolution du sport. Merci pour ces fleurs. C'est vraiment apprécié. Oh! C'est un cadeau, c'est un cadeau. La définition de Philippe Casabon. Un chien humain, inspirant, qui vit librement en s'épanouissant à travers ses passions, le ski, l'art et la vie. Incroyable narration. Moi, ça définit un peu, c'est pas mal un beau résumé de ce qu'on a dit. Ah, j'adore, man. Je Merci. te laisse, t'en fais ce que tu veux. Je le garde sur mon cœur. That's it, man. Puis, chien humain. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour de piste. On a slalomé tout le long. Super intéressant de comprendre l'humain derrière l'athlète. C'est ce qu'on voulait faire ressortir. C'est pas mal l'essence du podcast. Pouvoir inspirer à travers la passion qui est pure. Ça, c'est l'humain derrière l'athlète. Merci d'avoir participé à ce podcast-là, Phil. J'espère que tu as aimé ton expérience, man. J'apprécie la plateforme, puis je t'encourage, man, ce que ça prend à ce que tu puisses poursuivre dans cette entreprise-ci. Moi, je suis là pour supporter. Puis si c'est seulement par ma présence, ben ça, c'est très facile. Mais au-delà de ça, n'importe quoi, ça me fait plaisir. Je suis là. Puis je veux voir ça réussir. Donc, félicitations pour l'initiative parce que c'est pas facile. Bel échange, Phil. Puis je veux juste closer ça avec la suite. Donc, on aura clairement d'autres invités inspirants à ce podcast. Et on a besoin de vous. Écrivez en commentaire le nom des invités que vous aimeriez voir ici en studio. Et également des idées de défis hors piste. On a besoin de votre créativité. Mais nous, on vous en lance un. Phil a raidé le toit. Il a fait des butter tricks. Et là, on aimerait ça vous voir faire ça sur notre tapis. Donc, craquez-vous, venez rider sur le toit, venez profiter de cette neige synthétique avant que l'hiver arrive. C'est le parfait training. Et faites une vidéo de vos butter tricks. Taguez-nous Adrénaline Urbaine et Casablanc sur les réseaux sociaux et vous courez la chance de gagner un abonnement de 1 mois. Si tu as aimé ce podcast-là, ben la meilleure façon de nous dire merci, c'est de partager ça à tous tes amis, de faire connaître l'univers des sports d'action, mais aussi de contribuer à notre mission qui est de transmettre notre passion et d'inspirer la prochaine génération. Donc, sur ce, en gravy, laisse tes commentaires. On veut ton avis aussi sur Spotify, ça nous aide beaucoup. C'est ce qui fait en sorte qu'on peut spread au plus grand nombre de personnes. Et sur ce, sois là. 24 août, B-Dog of the Leash, réserve ta place.
adrénalineurbaine.ca. Ciao, ciao!